Alors voilà, nous sommes réunis à ma brasserie pour ce 4e épisode de la balado de Fred Savard et entouré de gens extraordinaires. Hélène Faradji, Godefroy Lorando, bonjour. Bonjour. Salut. Barbara Judith Caron, on vous revoit après 2 semaines. Bonjour. Colin Baudrillard. Bonjour. Vous êtes là. Et notre invité cette semaine, là, je suis très content, c'est la dramaturge Catherine Chabot. Bonjour Catherine. Salut Fred. Alors voilà, nous sommes prêts à décoller pour ce 4e épisode de la balado de Fred Savard. Alors, bonjour tout le monde, content. Là, bon, je vais vous le dire tantôt, là, c'est que il est 16h et là, c'est le dévoilement du premier budget de la CAQ. C'est fébrile. Extrêmement excitant. Et là, c'est un budget historique, paraît-il. François Legault l'a dit. Alors, wow. Mais là, comme on enregistre à 16h, on n'a pas les détails, fait que je vais exceptionnellement ouvrir mon ordinateur et surveiller s'il y a des mesures là, qui vont changer nos vies pour pouvoir vous en informer. Alors, ça se peut que je ne sois pas super attentif à vos chroniques, les amis, mais je vais faire mon possible. De toute façon, ça roule tout seul, ce show-là, déjà. Et Catherine Chabot, bonjour! Merci d'être là. Allô! Ça fait plaisir. Oui, alors, vous allez venir nous parler de la ligne de fuite. Oui. Que nous avons vu, moi et Hélène, la semaine dernière, et on pourra en parler un petit peu plus tard si... on a aimé ça, pour vrai. On peut le dire tout de suite, on a aimé ça. Mais là, je ne veux pas perdre trop de temps parce que c'est une grosse semaine d'actualité. Et là, je me suis rendu compte qu'on n'a pas beaucoup parlé de la CAQ depuis le début de cette balado. Et c'est quand même le gouvernement en place. On l'oublie, hein? On l'oublie. On a tendance à vouloir l'oublier. Et ben là, cette semaine, j'ai pas le choix d'en parler. Oui, il y a le budget, évidemment, mais ils ont fait beaucoup d'autres choses cette semaine. Ils ont été très actifs. Entre autres, ils ont déposé un projet de loi pour moderniser, et là, je mets des gros guillemets, l'industrie du taxi. Mais dans la vraie vie, c'est une déréglementation, je pense qu'on peut dire ça. Donc, en résumé, n'importe qui pourra faire du taxi. Peut-être des gens autour de la table, vous seriez intéressés comme petit salaire. On rappelle que cette balado, pour l'instant, ne fait pas ses frais et on est tous bénévoles. Alors, si on a des voitures, ça peut être intéressant de faire du taxi. Donc, on s'entend, c'est une loi pour légaliser la présence d'Uber au détriment du taxi. D'ailleurs, le gouvernement va indemniser les détenteurs de permis de taxi d'un montant total de 500 millions. Donc, en bref, ça nous coûtera collectivement un demi-milliard pour permettre à Uber de ne pas payer d'impôts au Luxembourg. Oh, chut, 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 chut. Entendez-vous? Non, ce n'est pas le bruit du changement de la CAQ, c'est le bruit de ma bouche qui imite le bruit du vent de changement qui n'existe pas. Sinon, au moment où on se parle, c'est le dépôt, comme je vous disais, du budget CAQiste. Et là, pour l'instant, il n'y a pas de grosses mesures qui vont changer nos vies. Bon, il est 16h08. Bon, c'est ça. Mais heureusement, il n'y a pas que le budget cette semaine. Il y en a eu un autre budget aussi qui a été déposé au fédéral, mais on dirait qu'on s'entorche un petit peu des budgets. Hein? Les décortiquer, c'est des budgets électoralistes dans le cas du gouvernement libéral. Donc, tout ça va probablement tomber quand ils seront élus. Ils vont pouvoir laisser tomber des promesses. Cela dit, cette semaine, la CAQ a été occupée à gérer des pénuries. Et là, on peut saluer Jean-François Roberge. Faut donner le crédit qui lui revient. Il a réagi quand même prestement à la pénurie de professeurs et surtout de suppléants qui frappent la grande région de Montréal et de Laval. Écoutez, dans certaines écoles de Laval, c'est 40% du personnel enseignant qui n'a pu être remplacé. Alors, c'est quand même majeur comme crise. Et là, le ministre Roberge a eu une idée de génie. Ramener au travail les professeurs retraités. C'est un beau flash, la CAQ qui se tourne finalement vers son électorat pour du renfort, les personnes âgées. Il y a des belles économies à faire, si vous voulez mon avis, puisque quand les nouvelles écoles seront construites en 2043, parce que ça, c'est une rumeur du prochain budget. Il y aura beaucoup, beaucoup d'argent pour construire de nouvelles écoles. Mais on pourra recycler les classes modulaires qui traînent dans les cours d'école en CHSLD pour que les professeurs retraités puissent dormir sur leur lieu de travail. Alors, on va sauver dans le temps de déplacement des nouveaux suppléants. Cela dit, je pense que cette pénurie est un signal clair. Et là, j'espère que dans le budget, il y aura des mesures pour arrêter de compter sur la vocation des enseignantes et des enseignants et finalement les payer comme du monde et leur donner tout le soutien qu'ils et elles méritent. Je pense que c'est ça le nœud la clé, en fait, pour l'instant, même avant de construire de nouvelles écoles. Cela dit, ça risque de prendre du temps parce qu'on va manquer d'argent pour bien payer les professeurs, notamment à cause de cette promesse de la CAQ d'uniformiser la taxe scolaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était une promesse de la dernière campagne. Et là, Michel Girard, le chroniqueur du Journal de Montréal, a fait un tableau, en fait, a poussé le calcul de cette uniformisation qui va coûter près de 1 milliard quand même au Trésor public. Cet argent-là, il n'ira pas à l'éducation. Michel Girard en déduit que ça va surtout profiter aux plus nantis. En fait, il a calculé que pour les 2 millions de crottés qui possèdent une maison d'une valeur de 500 000 $, la baisse de taxes sera d'environ 200 $ par année pour l'instant.
Mais si vous possédez une maison d'une valeur de 1,5 million de dollars, comme celle de François Legault, Michel Girard a calculé que, dans le fond, François va profiter d'une baisse de taxes de 3 300 dollars. Lionel Calment, ministre délégué à la Santé, économisera, lui, 2 430 dollars sur son compte de taxes scolaires. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, fera une économie de 2 159 dollars. Et Éric Girard, l'initiateur du projet de loi, ministre Kakis, aura droit à une baisse de 2 000 dollars. Il n'y a pas à dire, ce sont des gens très futés, très débrouillards, des gens qui se sont retroussés les manches et qui ont travaillé très fort pour pouvoir se payer de grosses maisons de la sorte et qui récoltent maintenant le fruit de leurs efforts. Je sais qu'au Québec, on n'aime pas ça, hein, la richesse, on crache là-dessus. On est, Puis là, je pense qu'il faut faire attention. Et là, je vois déjà le cynisme poindre dans vos yeux, Catherine Chabot. Sachez que ces sommes seront remises dans l'économie, donc on en profitera tous. C'est le fameux ruissellement de la richesse. Les riches qui économisent des taxes ne remettent pas nécessairement l'argent dans leur poche. Certains en profitent pour gâter la bonne ou la nounou en lui offrant un joli colifichet ou encore en donnant un plus grand pourboire aux palefreniers qui s'occupent si bien de leurs chevaux à l'écurie. Belle semaine pour Québec solidaire également, qui, sans avoir levé le petit doigt, devient officiellement le deuxième groupe d'opposition de l'Assemblée nationale suite à la défécation de Catherine Fournier du Parti québécois. Le Québec se rapproche de plus en plus du socialisme, mais on n'en parlera pas trop, puisque nous aurons la chance d'y revenir dans 2 semaines avec la visite. En fait, ce sera le 4 avril, la visite de Jean-François Lisée, qui viendra à la balado. Il vient d'écrire un beau livre sur sa dernière campagne d'oral, et il y a de très beaux passages sur Québec solidaire dans son dernier livre, et il parle de moi également, ça c'est intéressant. Et Jean-François me trouve beaucoup moins sexy que Catherine Chabot, mais ça on y reviendra pendant votre entrevue, Catherine. Ouais, mais il n'est pas fâché, cela dit, j'ai envoyé des courriels, mais c'est ça, il me cite parce que j'avais fait une belle oraison funèbre au Parti québécois à l'époque, à la soirée, et il n'a pas aimé ça. On s'inquiète souvent de la pérennité des médias traditionnels. Colin, j'imagine que ça c'est quelque chose qui vous inquiète, la pérennité constamment. Des médias traditionnels. J'y pense sans arrêt. Et là, je pense qu'il faut quand même souligner les bons coups et les innovations dans ce domaine-là. Je pense qu'il faut souligner, comme par exemple cette annonce de Québécois à l'effet que les éditions papier du Journal de Montréal et de Québec allaient maintenant inclure des éléments de réalité augmentée. Ce qui veut dire qu'en lisant votre journal papier, votre version papier, vous allez pouvoir utiliser votre téléphone ou votre tablette afin de jouir de diverses animations et objets tridimensionnels. C'est quand même intéressant. Malheureusement, la réalité augmentée ne fonctionnera pas pour toutes les sections du Journal de Montréal puisque les chroniques de Richard Martineau, Mathieu Bock-Côté et Denise Bombardier resteront en réalité diminuées. Ah là là. Je vais vous parler des fake news également, les amis. Ça, c'est un sujet qui me préoccupe. Je pense que ça préoccupe beaucoup les gens qui suivent l'actualité. Donc, c'est fausses nouvelles. Et là, j'ai peut-être la preuve, je suis pas sûr, on va en discuter ensemble. J'ai peut-être la preuve que le phénomène atteint maintenant Radio-Canada. Je vais vous faire entendre un extrait tiré d'un bulletin de nouvelles de Radio-Canada dimanche dernier, qui a été diffusé dimanche dernier, jour de la Saint-Patrick. D'abord, fête religieuse, la Saint-Patrick est aujourd'hui l'occasion de célébrer l'arrivée prochaine du printemps et la diversité culturelle de Montréal, mais l'héritage des Irlandais comme l'un des peuples fondateurs de la ville reste à l'avant-plan. Bon. C'est pas nécessairement une fake news, mais quand même, ça vaut la peine d'être souligné. Je ne sais pas si Radio-Canada a reçu de nouvelles directives du ministère fédéral de la multiculturalité, mais je ne pense pas, en tout respect pour nos amis roux au nez retroussé, que les Irlandais sont parmi les peuples fondateurs de Montréal. Je rappelle que Montréal a été fondé en 1642 et que la grande vague d'immigration des Irlandais se situe autour de 1815. Une hypothèse, par contre, tout à fait possible, Maisonneuve et sa bande, ralentis par les nombreux chantiers déjà en place en 1642, n'ont pu réellement se rendre au lieu de fondation de Montréal que 200 ans plus tard, au moment où les Irlandais arrivaient à Montréal. Ça a été une semaine difficile pour Radio-Canada, je pense qu'on peut le dire. Durement critiqué pour son annonce du retrait de l'émission Second Regard en ondes depuis 45 ans. Sur les médias sociaux, des milliers de personnes se sont déchaînées. Des gens qui n'ont jamais regardé Second Regard, mais qui étaient vraiment en tabarnak. Ils ont déploré la disparition de l'émission. La direction de Radio-Canada affirme que ce n'est pas la fin des émissions qui parleront de quête de sens. Ils travaillent déjà sur un nouveau concept. Et là, j'ai encore quelques antennes, moi, dans la Tour Brune, qui m'indiquent que Dominique Chaloux et son équipe travaillent déjà sur un concept qui viendrait remplacer Second Regard. Ce serait une émission animée par Penelope McQuaid, qui, comme Second Regard, recevrait des philosophes, des intellectuels, des représentants des différentes religions, mais cette fois-ci, on les jumellerait à des humoristes afin de créer un numéro d'humour étonnant et décalé pour qu'on arrête de se poser des questions puis qu'on rise. Alors, le titre de travail, prière de ne pas envoyer de peur. Et on se tourne vers notre humoriste maison, M. Colin Boudria.
Ben, merci, Fred. Allô, Colin? Allô? Content que vous soyez avec nous, encore une fois. Toujours content d'être là. Allez-y, Hein? on vous C'est écoute. toujours le fun de se faire offrir le micro comme ça. Gratuitement? Pour une fois qu'un boomer offre la parole à vous êtes quelqu'un gossant d'autre, avec on va ça, en un profiter. boomer. hein? J'ai 47 ans, je suis pas Ok. un boomer, je suis un X. Je veux fier revenir. X. Un fier X, Ouais. comme la radio. Nous, on avait Je des veux- vraies raisons d'être cyniques. Je veux revenir d'ailleurs sur ma dernière chronique il y a 2 semaines où Oui, j'avais vas-y. fait quelques blagues sur votre âge et Ouais. votre génération. Puis j'ai repensé à cette semaine, je me suis dit, c'est pas une très bonne façon de commencer notre relation de travail. Non. Hein, je pense qu'on est toujours mieux de commencer avec des compliments. Donc voilà, compliment, Fred. Ma mère aime beaucoup ce que vous faites. Elle vous suit d'ailleurs depuis le début quand vous étiez dans le collectif d'humour politique là, de. C'était quoi déjà? Les apartés. Les cyniques, Ah, merci. Il y a quelqu'un mon dans le public Dieu, qui me l'a c'est sifflé. drôle. Apparemment, drôle. vous êtes redoutable pour faire des bonnes blagues de Daniel Johnson. Mais je suis pas juste ici Le pour père, vous. pas le fils. Mais je suis pas juste ici pour vous faire des compliments, Fred. Hein. Je viens parler de mon inquiétude par rapport à notre relation avec la science. Ah. Il y a différentes choses qui se sont passées dernièrement qui m'ont inquiété un peu. On peut se rappeler au début du mois, il y a eu une campagne d'intimidation envers le pharmacien parce Oui. qu'il avait écrit des articles qui soulignaient qu'il n'y avait pas de preuves scientifiques que l'injection de vitamine C soulage les traitements de chimiothérapie. La semaine dernière, il y avait un article de Philippe Mercure dans la presse. Je sais pas si vous avez vu où il a parlé. Il a visité 20 pharmacies en posant des questions sur des produits homéopathiques. Puis il y a 6 pharmaciens qui ont recommandé d'en acheter. Même si d'un point de vue scientifique, c'est juste des tic-tac à 38$ qui te donnent même pas bonne haleine. Oui, mais si les gens guérissent, Oui, mais ça reste que... Je C'est un sais, professionnel de la c'est santé, le ça n'a pire aucun sens. commentaire à Oui, je sais. Mais c'est ça. Fait en plus, lui, le lendemain, il a reçu des messages de menaces aussi, des gens qui disaient qu'il était à la solde de l'industrie pharmaceutique. Il y a beaucoup de choses. En début d'année, il y a aussi l'Organisation mondiale de la santé qui disait que pour eux, la méfiance envers les vaccins, ce serait une des 10 menaces pour la santé mondiale en Oui. ce moment. Hein, c'est un vieux débat, ça. On sait qu'il y a un certain nombre de parents qui craignent que les vaccins causent l'autisme. Encore une fois, c'est pas fondé scientifiquement, mais non, mais ils ça a ont été peur. même démenti Oui, je totalement. sais, mais ils ont peur, eux, qu'est-ce que tu veux? Ils ont peur que leur enfant reçoive un vaccin à l'école un jour, puis qu'en revenant le soir, ils connaissent toutes les sortes de dinosaures. Ça fait qu'il y a une recrudescence de rougeole en ce moment. Ben oui. Rougeole, c'est fou. Mais on est en 2019. On n'est pas supposé craindre des maladies de côlon comme la rougeole ou la diphtérie. On est supposé avoir peur de pogner le cancer du cerveau à cause de nos selles. C'est ça le futur, être immunisé contre toutes les contagions, mais mourir parce qu'on joue trop longtemps à Candy Crush. Mais je cherche pas à provoquer ces groupes-là. Hein. C'est une communauté qui sont très agressifs Oui, dans leurs représailles. oui. De toute façon, moi, je voudrais pas que quelqu'un essaie de m'empoisonner en me donnant des doses massives d'homéopathie. Je vais juste me poser la question en ce moment, c'est quoi notre problème avec la science? Qu'est-ce que la science nous a fait pour qu'on la renie en bloc comme ça? C'est fou. En ce moment, il y a des gens qui sont convaincus que la Terre est plate. C'est super populaire mais- sur Internet. Tu sais, Internet, cette fameuse technologie qu'on reçoit sur nos cellulaires Mais il y a grâce aux deux satellites qui se déplacent il y a- en faisant des carrés Oui. au-dessus de la Terre plate. Mais il y a 2 documentaires qui se préparent présentement sur les gens qui croient. Mais c'est une croyance qui prend de l'ampleur. C'est quand même incroyable. Mais dû à Internet, c'est ça qui est paradoxal. Ouais. Dû à une certaine technologie, eux, ils en reviennent pas. Moi, je suis allé sur un forum, justement. Est-ce qu'on peut faire un petit sondage maison? Là? Il y a à peu près une centaine de personnes ici qui croient que la Terre est plate. Et là, je sais que c'est peut être malaisant de lever la main. Mais les gens l'assument Ah, vraiment bien, en général. Il y a une personne, il y aurait 2 personnes. Non, mais lui, je le connais. Mais c'est sûr tout que du non. staff, ça. Il y a une personne. Et vous croyez pour vrai que la Terre est plate, monsieur? Bon, OK. Alors, il y a une personne qui croit que la Terre est plate. On en Une discutera personne après, qui je suis vraiment curieux. tomber dans un ravin à la fin de la soirée, là, au bout de la 138. Dernièrement, moi, j'en ai parlé avec des gens. Je suis allé dans un forum de discussion, puis il y a quelqu'un qui disait justement, la Terre est pas ronde, c'est prouvé dans la Bible. Bon, Ah. au moins, il cite ses sources. Oui. Hein, c'est déjà ça. Oui. Mais le pire, c'est que je suis allé vérifier, puis c'est même pas vrai. La Bible dit pas que la Terre est plate. Fait que je suis retourné sur le forum, puis j'ai écrit au gars, hey, Christ d'ignorant sale, c'est quand même Internet, il y a un code de conduite. C'est un gros- c'est- Puis il est parti dans des théories du complot. Je sais pas si vous êtes déjà obstiné avec des adeptes de théories du complot, mais c'est quand même quelque chose. Oui. T'as l'impression de Ça m'est déjà parler arrivé. avec... T'as l'impression de parler avec quelqu'un qui aurait lu des milliers de livres, Oui. mais juste les 2 premières pages de chaque. C'est un peu comme entendre un cégepier en sciences humaines qui essaie d'impressionner une fille en sortant les statistiques du seul cours où il est allé dans sa session, mais en plein milieu de la conversation, le buvard embarque. Et comme, savais-tu que les 6 personnes les plus riches du monde possèdent autant que les 50% les plus pauvres? Sais-tu pourquoi? Non, c'est une croyance assez commune que c'est la faute du capitalisme. En fait, le vrai problème, c'est les reptiliens. Tu sais, les hommes lézards qui viennent d'une autre dimension. Non, le problème, c'est pas les banques, c'est tout simplement les extraterrestres Illuminati cannibales qui contrôlent la météo. J'imagine qu'en plus, tu penses qu'Elvis est mort. Ça commence à aller beaucoup trop loin. Il y a même des gens sur Internet qui sont convaincus que Sophie Thibault, journaliste à Oui. TVA, est reptilienne. C'est tellement inutile comme croyance. Voilà, t'as pas besoin de lézard de l'espace pour réaliser que TVA Nouvelle, c'est de la merde. Je veux dire, Non, quelque chose de factuel, probablement scientifiquement Il se fait prouvable. des belles choses là-bas, Colin. C'est des très belles choses.
Regardez, moi, j'ai rien contre les projets de société. Hein. Si c'est vraiment ça qu'on veut, renier la science, qu'on y aille, pourquoi pas, mais soyons conséquents. Okay? À partir de maintenant, ceux qui croient pas à la science ont plus le droit d'utiliser de technologie qui nous vient de la science. T'sais. Plus le droit d'aller sur Google pour savoir c'est quoi le meilleur traitement de sangsue pour votre bébé fiévreux. La prochaine fois que vous voulez envoyer des menaces aux pharmaciens, il va falloir faire ça old school par la poste, mais pas le droit de timbre parce que la colle, ça vient d'un procédé chimique. Hein. Pas mal sûr qu'il y a une couple de naturopathes anti-science qui se tanneraient assez vite d'inonder le pharmacien de courrier et haineux par pigeon voyageur. Hein. Pour quelqu'un de votre génération, Fred, ça serait peut-être pas très, très compliqué. Hein. À la limite, ça vous rendrait nostalgique. Mais pour les gens comme moi, on peut pas se passer de technologie. On est trop habitués. Merci, Colin Boudria. Et ce sera la dernière semaine où vous ferez des blagues sur mon âge. On va voir ça. Sinon, ce sera votre dernière semaine. Et je me tourne immédiatement vers Hélène Faradji. On a mis tout le budget de cette balado sur les identifications sonores. Ça sent Alors, bon. on en a plus de 200 et on va tous les faire jouer. Hélène! Oui. Vous nous parlez d'abord de Xavier Dolan, notre orgueil provincial? Ben, on peut dire ça comme ça, mais c'est surtout l'orgueil de la France en ce moment. Et ce qui m'amène à vous parler d'un cas assez étrange de schizophrénie médiatique qu'on a vécu au Québec cette semaine. Et ce n'est pas Marie-Lou qui fat-shame son ex, hein, parce que ça, on va se le dire, ça n'a aucun intérêt. Non. Même si vous l'avez remarqué, hein, il a vraiment fondu, Monsieur Champagne, c'est vrai? Bon. On ne commande pas le poids des gens. Non, évidemment. Mais plutôt cette impression que la presse et le devoir se sont réincarnés en une genre de yin et yang de la nouvelle culturelle. The Death and Life of John F. Donovan de Xavier Dolan est sorti dans les salles françaises. Qui fait pas si mal en entrée. Là. Non, les entrées sont pas trop mal. 180 000. Je pense qu'on avait d'autres espoirs pour ce film-là. Mais comme toujours, vous savez, ici, il faut absolument qu'on sache ce que les autres ont pensé de nous, et c'est là que ça devient étrange. Parce que le titre de la presse, dès le lendemain de cette sortie, c'était « La France à la rescousse du film maudit de Xavier Dolan », et on y évoquait une critique divisée mais bienveillante, et dans Le Devoir, ça titrait plutôt « Dolan éreinté par la critique française ». Est-ce qu'il y aurait du favoritisme ? Je ne sais pas. Poser la question, c'est peut-être y répondre. Mais ça viendrait de pourquoi, en fait, le devoir serait... Parce qu'on sait que le devoir peut être acerbe, mais c'est pas systématique. Eh bien, vous savez quoi? Je pense que la vraie question, elle n'est pas là parce qu'on s'en fout un petit peu de ce que pense la critique française, non? Ah oui, ça oui. Les vrais articles qu'on aurait voulu... En même temps, c'est les seuls qui nous proviennent pour l'instant. Parce qu'on ne sait toujours pas si le film va être présenté au Québec. On ne le sait toujours pas, et c'est les vrais articles qu'on aurait voulu lire, c'est-à-dire comment ça se fait que nous, ici, au Québec, on n'a pas encore pu voir ce film de Xavier Dolan. C'est un peu comme si les Français avaient vu le Trip à 3 avant nous et se l'étaient gardé juste pour eux. Bon, ça, on aurait peut-être préféré. On aurait peut-être préféré. On aurait eu moins d'attente, en tout cas. Oui. Mais pour le Dolan, c'est fâchant parce que sur ce coup-là, c'est vraiment nous, les dindons de la farce, et il y en a marre. Ouais. Toujours dans la division, une déclaration de l'ancienne James Bond girl Eva Green. Elle était dans Casino Royale en 2006. Le meilleur James Bond, je pense. Un des meilleurs, c'est vrai. Et dans Vanity Fair, elle a déclaré « James Bond doit rester un homme ». Bon! Et comme la majorité d'entre nous... De bonnes nouvelles! Comme la majorité d'entre nous ne lisons que les titres, il était impossible, après ce clickbait-là, d'être d'accord avec elle. Sauf qu'elle a raison. Oui. Elle a raison parce que ce qu'elle a dit, c'est que James Bond doit rester James Bond et qu'une femme mérite sa série pour elle toute seule. Ah, ben voilà, évidemment. Donc c'est pas si pire. Là. Non, c'est pas si pire. Il n'y aura pas de backlash féministe envers Eva Green, non. Mais on peut rappeler qu'il y a eu des discussions. En fait, il y avait des rumeurs qui disaient que le prochain James Bond, ça serait une femme, probablement. Oui, ça a été des rumeurs. Il y en a eu plusieurs parce que vous savez, en ce moment, on est en train... On arrête. J'espère qu'on va arrêter de nous voler nos symboles. Vos symboles nous, de les blancs virilité. Hétérosexuels privilégiés. Non, mais on va pas faire un Wonder Man. Non, probablement pas. Mais Argument implacable. James Bond, le 25e, est en train de se tourner. Oui. L'Aston Martin que vous aimez tous sera électrique, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Mais après le 25e... Elle ne va pas sentir cette douce odeur d'écologie. Oh, Daniel Craig va raccrocher ses gants d'espion. Alors, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Peut-être servir de doublure sexy et bienveillante à Vladimir Poutine. On ne sait pas trop. Ça préfère un biopic avec Daniel Craig. C'est sûr, ça marche. Ben oui. C'est sûr, ça marche. Ben oui. Mais on est en train de chercher le prochain. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, on se pose ces questions-là. Et vous me connaissez, moi, j'aime ça, rendre service. Ouais. Alors, j'ai envie de proposer quelque chose. Et je sais que je pourrais être payée des milliards pour ça, mais comme je suis une femme, je suis un petit peu nounoune quand vient le temps de monnayer mes connaissances, comme en témoigne ma participation à ce balado ici aujourd'hui. Donc, plusieurs suggestions. D'abord,
On remplace le bon Daniel Craig par le grand Idris Elba. Vous savez qui c'est Idris Elba? C'est cet acteur qu'on avait découvert dans The Wire. Il est grand, il est noir. C'est lui qui joue Fardoche, je pense. Oui, c'est ça, exactement. On aimerait se le payer, mais on n'a pas les moyens. La version britannique. C'est la version britannique de Fardoche. Oui. Il est grand, il est noir, il est parfait. Ça, c'est la première suggestion. La deuxième, c'est qu'on crée une nouvelle franchise, toujours au sein du MI5, avec une nouvelle agente, donnez-lui le nom que vous voulez, 000, et on pourrait la faire jouer par Rebecca Ferguson, qui est l'acolyte de Tom Cruise en ce moment dans Mission Impossible. Vous savez pourquoi je pense à elle? Non. Parce qu'une espionne qui ressemble à Ingrid Bergman, ça ferait le plus grand bien à tout le monde. Troisième suggestion, on sort un James Bond une année, une Janet Bond l'année suivante. On alterne jusqu'à ce que les comptes de tous on alterne jusqu'à ce que les comptes des producteurs débordent et tous les 5 ans, on fait un film avec les deux. Hein? C'est vrai. Et voilà, c'est réglé. Merci, bonsoir. Mon nom est Faradji, Hélène Faradji. Voilà, fallait que je le fasse, c'était mon rêve. Merci. Pour finir, j'aimerais prendre un peu de temps pour parler de cette semaine où le racisme a quand même montré son vrai visage et où les médias se sont retrouvés pris au piège d'un racolage assez crasse en diffusant 1001 conneries, dont les états d'âme de Bissonnette. Et je veux en parler en faisant le contraire et en vous parlant de ce qui est beau et enthousiasmant dans la culture néo-zélandaise. Ce pays, qui abrite la seule femme à avoir jamais gagné une Palme d'Or, c'est Jane Campion. Ah, c'est vrai ça. Qui est aussi la maison d'un réalisateur qui aime beaucoup les Hobbits. Et je vous invite à revisiter tout l'avant de Peter Jackson, dont le délicieusement niaiseux Bad Taste, qui est formidable. On peut aussi voir les films de Taika Waititi, qui est le réalisateur du génialissime faux documentaire sur des vampires, What We Do in the Shadows. Et puis, bien sûr, la Nouvelle-Zélande, c'est la maison des extraordinaires Flight of the Conchords, 2 musiciens-acteurs qui ont eu leur série sur HBO entre 2007 et 2009. Peut-être encore aujourd'hui un des trucs les plus drôles et sympathiques au monde, à part vous, Fred, bien sûr. Ça, c'est gentil. Voilà. Mais le vrai... C'était vrai. C'est juste comme ça pour le, pour le front public. Pour je voudrais surtout vous parler du vrai joyau néo-zélandais, celui qui me donne envie d'élever le lancer d'œuf au rang d'acte culturel. Et c'est ce jeune homme de 14 ans qui a matérialisé ce qu'on est beaucoup à avoir voulu faire en écrasant un œuf sur la tête du sénateur d'extrême droite Fraser Anning. Ce monsieur qui a dit que les musulmans étaient, victimes, certes, mais que d'habitude, ils étaient les auteurs de ces attentats et que tout ça, au fond, était de leur faute. Alors, Eggboy, toi qui as reversé en plus tous les sous qui t'ont été donnés sur le web pour ton procès aux victimes des attentats, si tu nous entends, ou alors vous tous ceux qui ont improvisé des haka dans les rues néo-zélandaises au cours de la semaine, si vous nous entendez, j'ai envie de vous dire mana. Mana, c'est un mot que j'ai appris cette semaine, un mot maori, qui veut dire respect, le respect qu'on gagne par nos actions. Je sais qu'à une époque, vous disiez beaucoup chapeau, Fred. J'ai envie de vous proposer de le remplacer par mana. Mana, Eggboy, mana, la Nouvelle-Zélande. Bravo, Hélène. Vraiment, merci. Et je pense qu'on peut souligner également la grande prestance de la première ministre Jacinda Ardern, qui est extraordinaire vraiment dans la façon qu'elle a réagi. Évidemment, c'est extrêmement triste ce qui s'est passé là-bas, mais elle a réagi d'une façon vraiment exemplaire en annonçant immédiatement que les armes... Une législation sur les armes, chose qu'on ne verrait pas ici, probablement, au Canada également, pas juste aux États-Unis. Et vraiment, et qu'elle a décidé aussi de ne jamais prononcer le nom du meurtrier. Elle a bien raison. Et je pense que c'est super important de le souligner. Très inspirant pour nos politiciens et nos politiciennes ici. Avant d'aller plus loin avec notre invité, je veux faire une annonce, reparler évidemment la semaine prochaine. On ne sera pas à Montréal, on va être en Beauce. Ce sera notre première soirée, notre première sortie à Montréal. On sera à Saint-Georges-de-Beauce lors du happening Sartigana. Les billets sont toujours en vente. Il reste quelques places sur eventbrite.ca. Vous pouvez aller également sur le site sartigana.com dans la section événements. Et là, on invite les gens de Québec à venir à Saint-Georges parce que c'est pas très loin, c'est moins d'1 heure de Québec. Et on n'a pas de sortie, nous, prévue à Québec pour l'instant pour la saison 1. Peut-être l'an prochain, on verra. Et on est très content d'aller à Saint-Georges parce que ça pourrait être pire. On aurait pu aller à Godbout ou à Matane et pas y aller du tout. Alors, à cause du traversier qui, on va se le dire, au Québec, on a possiblement le pire traversier de l'histoire des traversiers. Je parle du NM Apollo qui a été finalement envoyé à la scrap, payé 2,1 millions de dollars, n'a jamais été inspecté par les gens de la Société des traversiers du Québec et n'a jamais fonctionné. Alors, on est content de sortir de Montréal, mais s'il vous plaît, assurez-nous que les traversiers, si on a à en prendre, ils seront fonctionnels. Sinon, je fais 3 petites mentions parce que vous savez, vous le savez probablement, cette balado est rendue possible grâce à la campagne de financement participatif. Et il y avait plusieurs contreparties, tout dépendant de ce qu'on donnait. Et une des contreparties,
c'était d'avoir un message lu en ondes. Et il y a trois donatrices, en fait, 3 femmes, qui ont voulu, en fait, un message soit diffusé. Alors, je vais les lire. La première, ça vient de Sylvie Mallard. J'aimerais parler brièvement de l'association Le Cœur et les Jambes pour laquelle je m'implique. Le Cœur et les Jambes est un groupe de coureurs qui offrent leurs jambes à des jeunes en situation de handicap afin de participer à l'aide d'une joëlette à différentes courses à travers le Québec. Une joëlette, c'est un fauteuil, en fait, qui permet de faire du sport, en fait. 2 personnes peuvent l'amener et ça peut être dans des terrains escarpés. Donc, les personnes avec un handicap vont être accompagnées par des coureurs. Nous sommes toujours à la recherche donc de coureurs et de jeunes pour réaliser nos défis. Pas besoin d'être rapide, suffit d'avoir la curiosité de vouloir courir autrement, courir pour un sourire avec une belle gang d'humains. Et nous sommes toujours heureux d'accueillir des jeunes qui ne pourraient pas participer à de tels événements sans notre offre d'aventure en joëlette. Donc, merci d'aller visiter notre site web, lecoureursetlesjambes.ca. Ça, c'est le premier message. Sinon, il y a Micheline Mignot. Petite réflexion sur la Catalogne. Personne ne doit être emprisonné ni jugé pour avoir obéi au mandat d'un Parlement légitime, puisque le Parlement de la Catalogne, qui a une large majorité, a décidé de convoquer un référendum et de donner la parole au peuple. On va y revenir éventuellement à ce qui se passe en Catalogne, parce que le procès est toujours en cours. Moi, j'ai vu un excellent documentaire d'Alexandre Chartrand qui est allé là-bas, et c'est vraiment un exemple de cheminement démocratique, ce référendum, et qui est vraiment qui est victime de répression de la part du gouvernement. Et on parle même d'esprit franquiste dans les opposants au référendum catalan. C'est vraiment... et on en entend parler dans les médias, mais pas aussi souvent, je pense, qu'on devrait. Et le dernier message nous vient de Manon Saint-Jean. J'aimerais suggérer la lecture de la biographie historique intitulée « Idola Saint-Jean ». Donc, Manon Saint-Jean, je ne sais pas si c'est une aïeule. Donc, Idola Saint-Jean, l'insoumise. Ça va vous intéresser, Hélène. Idola est une féministe québécoise qui a lutté pour l'éducation et le droit de vote des femmes. J'espère que cette lecture inspirera vos auditeurs. Alors voilà, les 3 messages sont faits. Merci pour la générosité de ces gens-là. Merci pour la générosité de tout le monde, évidemment. Mais là, on y reviendra. D'ailleurs, une des contreparties était de nommer les gens en ondes qui avaient donné un certain montant. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire « Hey, moi, je donne, mais je veux pas que mon nom soit... Ils veulent pas être associés à lui. C'est beaucoup de gens, des gens de droite. Flatteur, mais des gens de droite qui voulaient pas que je dise leur nom. Non, c'est pas vrai. Alors finalement, j'ai abandonné l'idée parce que visiblement, il y avait un certain inconfort. Mais là, je me tourne et je suis très content pour cette portion de la balado, l'entrevue avec notre invitée, Catherine Chabot. Voilà, Catherine, enfin, on est content de vous avoir. On est allé voir Ligne de fuite, une pièce qui obtient un grand succès, je pense, au guichet et critique. Visiblement, les critiques sont très bonnes. Et ça, pourquoi? Et ça, à cause qu'on te mentionne dans le spectacle, là, Fred, on va régler ça. Là, on va régler ça. Vous parlez de moi dans la pièce, dès le début. Moi, j'ai envie de te dire Mana, Fred. Mana, oui, respect. Parce qu'on parle de lui avec beaucoup d'amour, oui, quand même. Bon, en gros, le personnage de Léane Labrèche. En fait, on va faire... c'est 3 amis. Du secondaire, trois femmes, en fait, qui se voient depuis longtemps et là, qui font une pendaison de crémaillère chez une des 3 et ils sont accompagnés de leur conjoint et conjointe. Et là, dès le début, vous parlez de moi dans la pièce, dans la bouche de Léane Labrèche d'Or, qui parle d'une jetée qui est identique à celle de Fred Savard, donc une jetée qui est sur un divan. Et là, elle dit, là, les gens font comme « Ah ouais, tu connais Fred Savard? » Puis là, il y a quelqu'un qui fait « As-tu couché avec Fred Savard? » Et là, le personnage répond « Tout le monde a couché avec Fred Savard. » Ouais. Et que finalement, Fred Savard est plus sexy que Bernard Adamus. Je sais pas trop comment prendre ça. La barre est pas très haute. Ça va dans tous les sens. Mais là, rire de ma sexualité comme ça, c'est pas un peu du cock-shaming? Mais en fait, moi, je pensais que ça te ferait plaisir, Fred, qu'on parle de ça. C'est Léane qui dit ça, super sexy. En fait, le personnage de Léane, pour remettre en perspective, travaille à Radio-Canada, puis il nous fallait un radio-canadien pas trop... qui a le dos large, qui serait capable d'en prendre et de rire de lui-même. Donc, on a décidé que Fred Savard... choisi, parce que c'est pas ma réputation. Là, j'ai changé, évidemment, je me suis choisi. Mais il y a quelque chose d'autre de troublant, c'est que dans la pièce, puis là, on va régler ça, après ça, on va parler de la pièce et du contenu. Il y a un chien dans la pièce, il y a une chienne, en fait, qui est comme embarrée. Un petit pog qui est enfermé dans la salle de bain. Et elle s'appelle Frida. Oui. Et mon deuxième chat s'appelle Frida. Alors là, je me demande si vous avez stalké ma vie, en fait, Catherine. Finalement, on t'a utilisé, Fred, parce qu'on te trouve assez sexy. On a parti un fan club. On a une page Facebook, d'ailleurs. On m'objectivise, j'aime pas tellement ça. J'aime là-dedans, mais en même temps, qu'on parle de moi pour mon intelligence. Bon, OK. Là, il faut parler du... C'est votre 3e pièce. Le déclic. Parce que j'ai lu dans votre dossier de recherche que vous êtes une grande lectrice. Vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup lire des philosophes, entre autres. Oui. Et quel a été le déclic pour écrire Ligne de fuite?
en fait, je voulais... j'ai lu Chronique des animaux de Normand Baillargeon. En fait, c'est mon père qui avait lu ça, puis il a implanté l'idée il y a à peu près comme 3-4 ans. Et, ça fait longtemps qu'il a sorti ça. Puis, donc, l'idée a commencé à faire son chemin de parler du Québec, du politique au Québec. Donc, c'est une entreprise qui est assez mégalomane, qui est assez immense, de dire, hey, on va faire un portrait du Québec, là. C'est un petit peu compliqué. Mais, donc, j'ai fait une démarche consultative pour commencer à récolter différents idéaux politiques, différentes visions du monde. Donc, j'ai rencontré un doctorant en philosophie, un doctorant en physique, une urbaniste, une économiste. Donc, je suis allée, des avocats, un bûcheron, je suis allée un petit peu vraiment de gauche à droite. Le bûcheron, c'est votre frère? Oui, j'aime assez ça qu'on en parle. Oui, j'en parle, je dis que c'est mon frère. C'est un bûcheron. Oui, c'est un métier tellement noble. Tu sais, il y a de la neige jusqu'aux hanches, puis ça te chaîne ça, il est tout seul dans le bois, puis il boit du coke, là, c'est quelque chose. C'est très intense. Puis non, mais je salue, c'est un vrai vaillant. Puis les chabottes, le travail, c'est ça qui nous mène. C'est ce que mon père dit tout le temps. Donc, vous avez parlé à 6 personnes, plus votre expérience de jeunes trentenaires. Parce que c'est ça, c'est cette génération-là. En fait, c'est les réflexions de... faut pas faire de généralisation, mais de cette génération-là, donc des trentenaires. Oui. Bon, on a fait beaucoup de comparaisons, entre autres, avec Denis Arcand et le déclin de l'Empire américain pour la teneur, parce que, faut le dire, les textes sont extraordinaires. Moi, ça, c'est clair. Les dialogues, entre autres, l'humour acerbe, ça bûche. On sort de là un petit peu... Ça, on en parlera un peu plus tard, mais on sort de là avec pas d'espoir, d'une certaine façon. Mais après ça, on laisse la pièce nous habiter, puis bon, je pense que c'est plus que ça. Mais on vous compare à Denis Arcand. Comment vous prenez ça? Parce que Denis Arcand... c'est le fun, mais en même temps, vous n'allez pas vieillir comme lui, j'espère. Mais ça se peut que je me droitifie en vieillissant. Tout le monde le fait, là. C'est normal, c'est habituel. Le repli sur soi, je sais pas. Après avoir consulté tous ces gens-là, il y a certains qui avaient participé comme aux manifestations du printemps étudiant, je me suis rendu compte que tout l'engouement lyrique puis le désir de changer les choses de la vingtaine, en début trentaine, ça c'est... Tu dis, bon, j'ai besoin peut-être de m'établir, ma cellule... Mais est-ce que c'est un passage obligé de toutes les générations? Je sais pas, il y a un désenchantement, en tout cas. C'est propre aux Y, aux milléniaux, en fait? Il y a une désillusion, il y a un désenchantement que je sens, puis dans la pièce, évidemment, il s'envoie des grosses vannes, puis il y a un climat qui est assez asphyxiant, là, on s'entend, ça s'envoie chier, mais parce qu'en ce moment, moi, c'est vraiment ça que je ressens, là, le climat de la société actuelle. Moi, je sens que je me sens complètement, je sens que l'horizon est bloqué, puis je pense que je suis pas toute seule non plus là, à ressentir ça depuis les 2 dernières années. En fait, pendant l'écriture, il y a plein de recherches qui sont sorties, comme quoi, écoutez, le GIEC, le dernier rapport du GIEC, qui nous donne jusqu'en 2030 pour changer notre façon de faire. Sinon, c'est la fin. Sinon, on est vraiment dans la merde. Ça, c'est anxiogène? C'est super anxiogène, oui. Pour moi, oui. Ça pose... Il y a vraiment des amis autour de moi qui se disent, on peut-tu faire des enfants pour vrai? Cette question-là est au cœur de la pièce aussi. Puis c'est une vraie question qu'on a. Et là, vous aviez une question. Oui, j'aimerais rebondir sur Denis Arcand. Puis on pense aussi un peu au carnage de Polanski. Mais chez Arcand, on croyait encore beaucoup au pouvoir des intellectuels. Chez Polanski, on croit au pouvoir de l'argent. Dans votre pièce, je me suis un peu demandé, vous croyez à quoi? Qu'est-ce qui peut nous servir de lumière, de phare dans tout ça? Fred Savard? C'est Fred Savard. Non, pas vrai. On avait une belle discussion, Godefroy. Mais je sais pas comment on va faire. Je sais pas. Il y a de plus en plus de précarité d'emploi. On vit sous des préceptes néolibéraux. On est comme même les acteurs. En plus, c'est très. Mais là, vous êtes très dur. Moi, je trouve dans la pièce, il y a une chose qui ressort. En fait, vous êtes dur pour la gauche. Pour les idées de gauche, beaucoup plus que la droite, entre autres. Oui. Parce que, et vous dites que, dans le fond, c'est difficile d'être à gauche. Oui, puis c'est exigeant d'être à gauche. Oui, parce qu'on a des principes. Puis bien que les gens de droite ont des principes aussi, il faut faire attention. Oui. Les gens de gauche n'ont pas le monopole, comme disait, je pense, Valérie Giscard d'Estaing, les gens de gauche n'ont pas le monopole du cœur. Mais vous êtes... Et c'est drôle parce que je sais pas si vous avez vu La fin des terres. Non, je l'ai pas vu malheureusement, mais on m'en a beaucoup parlé. Parce que c'est le même constat. C'est qu'on est très dur envers le projet souverainiste et la gauche. Puis dans votre pièce aussi.
Oui. Oui, parce qu'il y a comme c'est beaucoup des postures. Puis je voulais donner l'espèce d'angle mort de toutes ces postures-là qu'on prend dans la vie, qu'on soit de gauche ou de droite, c'est des masques qu'on porte, puis c'est des affects qui ne se nomment pas, qui font en sorte qu'on est de gauche ou de droite. Puis je trouve que dans le milieu artistique ou culturel, il y a cette... Je suis un peu allergique à cette posture-là, comme quoi la banlieue, la voiture, tout ça, c'est comme c'est des gens qui n'ont pas d'âme, c'est des zombies, c'est des espèces de... C'est des blooms là, qui marchent dans la rue, plus d'âme. C'est pas... Pour moi, je trouve que la banlieue, premièrement, c'est dans la tête, puis c'est un esprit... pour moi, c'est cet esprit de fermeture, de consanguinité, ben ça vit beaucoup, tu sais, comme ça, un milieu qui respire, qui n'a pas d'oxygène, là, mais je pense que la gauche est un petit peu comme ça, on laisse pas entrer. Mais en même temps, ça veut pas dire que je suis de droite, mais je suis une romantique déçue, en fait, parce que j'ai milité beaucoup pendant le printemps étudiant, puis j'ai été... les lendemains ont été très durs, j'ai été très déprimée après, puis l'espoir, mais j'en vois pas, malheureusement, parce que c'est ça. Il y a pas d'horizon qui, pour moi, est possible. Tant que ça, il y a une crise de confiance envers nos institutions. On est dans un brouillard politique. C'est la faillite du politique. Ça craque de partout. C'est corrompu. Oui. Alors là, on se dit, mais comment? Hey, je suis brûlée. Oui. Non, mais en même temps, quand on... C'est parce qu'il y a beaucoup d'initiatives. C'est qu'en fait, je pense que le grand projet collectif est moins présent, mais il y a beaucoup de petites initiatives qu'on voit peut-être moins, mais je pense que les gens s'organisent parce que c'est quand même difficile quand on sort de votre pièce parce qu'effectivement, c'est ça qui en ressort, c'est qu'il n'y a pas d'espoir. Vraiment. Ouais, vous allez jusqu'à dire que l'amitié est un leurre, qu'il n'y a plus rien qui tient. Il y a même les choses qui nous semblent acquises. Ça fonctionne plus. Mais là, je grossis le trait. Oui, je fais un portrait satirique. Ben, c'est ça. C'est vraiment, c'est vraiment pour qu'il y ait du théâtre, pour qu'il y ait du conflit. Sinon, les gens heureux n'ont pas de bonnes histoires. Là. Les gens partent au bout de 15 minutes. Oui, les gens... exactement, c'est ça. Ouais. Mais pour moi, tu sais, je voulais grossir le trait pour qu'on sorte de là en se disant, mais je veux pas être comme ces personnes-là. J'ai envie... d'être ce changement que je veux voir dans le monde et j'ai envie de m'activer, là, ultimement. Là, ultimement, j'ai envie que les gens soient comme assez asphyxiés pour se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se met ensemble? Où c'est qu'on s'en va, à quelque part aussi, tu sais. Et autre chose qui m'a frappé, là, je sais pas si c'est voulu ou... Parce que je sais que des fois, je pense que quand on écrit, il peut surgir des choses qui n'étaient pas prévues, c'est que à chaque fois que les personnages sont dans l'émotion, on n'arrive pas à vivre cette émotion-là. Il y a toujours un trait d'humour qui arrive pour casser ce moment d'émotion et la pièce repose sur un grand moment d'émotion, c'est-à-dire votre personnage tombe enceinte. En fait, apprend à ce souper-là qu'elle est enceinte. Oui. Et c'est un drame, en fait. C'est un drame complet. Oui, ils sont très cyniques, les personnages sont excessivement cyniques. Puis s'il n'y a pas d'humour, on ne vend pas de tickets, hein, non, Fred, vous le savez. Ça, il y en a beaucoup. Alors, ça prend des blagues, sinon les gens ne viendront pas mais on peut au théâtre. Mais on peut avoir de l'émotion également, parce que c'est vrai que l'émotion n'est pas vécue, et à peu près jamais vécue. Non, c'est ça. Puis on essaye d'installer cette érosion-là. Sylvain Bélanger a travaillé sur l'érosion pendant la soirée, l'alcool aidant, que le vernis, le crack, là, on a envie de le sentir. Mais ça devient un drame parce que c'est ça la question, c'est la question que se pose le personnage, c'est que tous les personnages vivent dans le passé. Et là, quand l'avenir arrive à table, là, c'est très confrontant. Parce que entre nous, on raconte des anecdotes, on est prisonnier, ou en tout cas, l'image qu'on se fait de soi-même à travers le regard des autres dans notre gang du secondaire. À travers de vieux amis, c'est ça. On est pognés dans des personnages. Moi, c'est drôle, ça m'a fait penser à des situations, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, quand on a des vieilles amitiés, on est comme pris des fois dans nos personnages. Oui, puis on est sclérosé, on est sédimenté, on peut pas saisir. Ben c'est ça, ce qui fait que là, ils sont obligés de se poser la question de l'avenir. Fait qu'est-ce qu'on fait avec ce bébé-là, tu sais? Fait que c'est vraiment, c'est ça qui vient ébranler l'édifice, qui crée une fissure dans l'architecture de la gang, puis c'est ce qui fait que ça va exploser aussi. Et la seule personne qui s'en sort sur le plan émotif,
c'est l'artiste anglophone. Et le gars de Québec est écorché un petit peu. Le gars de Québec, c'est vrai, mais oui. Mais pour moi, c'est le seul qui est de gauche réellement, parce que la fille de gauche est narcissique, est égoïste, est sur les réseaux sociaux. C'est une radio canadienne ambitieuse qui va avoir son émission, puis artiste ratée, qui aurait voulu être actrice, mais elle a fait un bac en com. Elle est super amère de ça. Alors, puis donc elle se dit de gauche, mais alors que le gars de gauche, c'est le gars qui prépare, c'est le gars de Québec qui fait souper à tout le monde, qui est chasseur, trappeur, qui vit en autarcie quasiment. C'est lui qui est comme en plus en phase avec ces valeurs-là qu'on dit, ah mon Dieu, oui, les toits verts, faisons pousser nos patentes, nos cœurs de romaine. Tu sais, fait donc pour moi, c'est ça, le gars le plus à gauche, c'est lui qui sait même pas qu'il est à gauche. Mais reste que c'est l'artiste, c'est l'anglophone. Oui, parce que la seule qui se laisse aller à vivre ses émotions. Oui. C'est un choix éditorial, ça, d'avoir choisi une artiste et une anglophone? On dirait que j'aimais, parce que l'anglophone dit à Gabrielle, le personnage de Gabrielle qui est l'artiste déchu, elle lui dit, si tu avais plus de compassion pour toi-même, tu serais moins frustré. Donc, une anglophone dit ça. Il y a une part de moi qui avait beaucoup de plaisir à jouer là-dessus. Mais si bien que, tu sais, je veux dire, on s'entend que j'ai certaines velléités souverainistes, là, mais ça me faisait plaisir un peu de me rentrer dedans parce que c'est de l'autocritique. Je pointe du doigt plein d'affaires, mais ce doigt-là que je pointe, je le pointe à moi. Oui. D'abord, parce que quand je parle des actrices sur Instagram, mais je parle de moi, tu sais, parce que c'est à moi que ça s'adresse. Puis c'est très particulier aussi par rapport à nos incohérences. Donc, je me dis de gauche, nanana, j'arrive au Mexique en juillet dernier à Sayulita, un petit village qui est sur le bord d'une baie. Et là, je me rends compte que on me dit, va pas te baigner dans la baie parce que tu vas pogner la tourista. La mer donne la tourista. Alors, je me dis, OK, qu'est-ce qui se passe? Et là, je me promène sur le bord de la mer et ça sent la marde. Et là, je me rends compte que Sayulita est pas adapté à recevoir autant de touristes en Airbnb. Alors, on dépasse, les installations sanitaires sont pas adaptées, puis on est au-dessus de 5000 personnes, ce qui fait en sorte que les touristes le savent pas, on vient envahir un petit village, détruire un petit microcosme paisible à flanc de montagne et avec notre marde qu'on renvoie dans leur bélo à eux. Fait que le monde faisait du surf dans leur propre marde puis pognait la tourista. Je ris, mais c'est super malaisant. Mais c'est malaisant parce qu'on crée ça. J'ai créé ça. Puis là, je me dis, j'ai pris l'avion. Puis oui, je suis pas au plaisir de justice sociale. Puis je me considère de gauche, mais je m'énerve parce que je m'achète un iPhone, parce que je contribue à envoyer ma mère dans la belle baie de Sayulita. Tu sais, je veux dire, puis j'ai pogné la tourista, même si je suis pas allée me baigner là, par ailleurs. Superbe voyage. Il y a donc une justice cosmique. C'est ce qu'on dit. Non, mais c'est quand même, tu sais, c'est ça, cette cohérence-là de la gauche, cette exigence-là aussi. Même si on a de la volonté, c'est très tough. Ligne de fuite, c'est votre troisième pièce. Oui. La première, c'est Table rase. Qui, en fait, vous êtes devenu un peu dramaturge par la force des choses, parce que c'est un collectif, Table rase, que je n'ai malheureusement pas vu, mais et je lisais que, dans le fond, vous êtes devenu de facto celle qui a colligé les textes de tout le monde et vous y avez pris plaisir. Oui, vraiment. C'est vraiment arrivé par accident, de façon organique, parce que sur un an, on s'est réunis chaque semaine avec la metteur en scène Brigitte Poupard, puis les comédiennes du spectacle Marianne Blais, Vicky Bertrand, Sarah Laurando, Marie-Noël Voisin et Rosanne Derry. On se réunissait toutes les semaines, puis j'enregistrais nos conversations. Puis, à un moment donné, on a été acceptés à Zonoma, à l'époque, maintenant, que c'est un festival qui s'appelle ZH, qui c'est un festival qui axe sur le théâtre émergent, donc les spectacles à relève. Et donc, il fallait avoir quelque chose. Fait que j'ai dit, je vais prendre tout ce qu'on a, toutes nos explorations, puis je vais partir avec ça, puis je vais arriver avec quelque chose en avril. Puis là, je suis arrivée avec une fait que c'était pas juste un verbatim, vous avez joué avec les répliques que vous disiez, vous avez enregistré, vous en avez fait un texte. Oui, dramatique. Exactement. J'ai pris des affaires, puis là, on s'est mis à jouer dans le texte. On va faire beaucoup d'allers-retours avec les filles, de dire, ah non, ça, c'est pas dans ma bouche, on dirait que ce personnage-là devrait dire ça, il me semble que ça, c'est pas moi, il me semble que je couperais ici. Fait que là, je me suis mis à être complètement passionnée de dialogue, et je m'en pouvais plus. Fait que j'en ai écrit une deuxième qui s'appelle Dans le champ amoureux, qui explore encore un peu les territoires de l'intimité, donc un couple dans une chambre à coucher qui s'engueule, donc un philosophe avec une auteure, là, comme quelque chose de très loin de moi. Oui, une belle fiction.
Oui, est-ce que vous avez... Là, bien évidemment, vous êtes encore en train de jouer les représentations, mais est-ce que vous avez déjà... Est-ce que la dramaturge est déjà en train de penser à un projet à venir? Je pense que je vais laisser de côté le théâtre un petit peu, puis projet d'écriture de film à venir, mais je peux pas en dire plus. Ça m'étonne pas, parce que votre talent de dialoguiste va bien servir l'univers du cinéma. Merci beaucoup, Catherine Chabot, d'être venue à la balado de Fred Savard. J'ai vraiment adoré votre pièce. J'invite les gens à aller voir la pièce. C'est jusqu'au 6 avril. Oui. Et là, il y a deux supplémentaires. 30 samedi 30. 31. Oui, à 20h et dimanche 31 à 16h. Au théâtre d'aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup, Catherine. Rendez-vous, merci. Là, on se tourne vers Barbara Judith Caron qui vous allez nous parler d'argent. Encore une fois, c'est votre mandat. C'est économie, argent. Oui. Oui. On va parler d'abord de méritocratie avec un tout petit M. Fred, ouais. Ben, c'est ça, on va parler du scandale qui fait les manchettes là, depuis un petit peu plus d'une semaine chez nos voisins du Sud. C'est celui où de richissimes parents auraient versé des pots de vin à divers responsables là, liés à des universités prestigieuses ou enfin à des gens qui servaient d'intermédiaires lors des admissions. On parle ici, là, c'est à peu près 50 personnes qui ont été inculpées par les procureurs fédéraux pour avoir essayé ils prennent ça au sérieux, là-bas. C'est ça, d'obtenir des places à des petits poussinots et des petites poussinettes de riches. Obtenir des places à Stanford, UCLA, Yale, tout ça, dans d'autres écoles réputées, à grand renfort de pots de vin. On parle là de plusieurs millions de dollars qui ont été versés et ce scandale-là a été carrément qualifié de plus gros scandale de recrutement universitaire à aboutir devant la justice, en tout cas. Et bon, parmi ces 50 personnes-là, on compte, bien entendu, certains parents célèbres. Oui, ça aide toujours à faire mousser un scandale. Des vedettes d'Hollywood, donc comme Felicity Huffman, celle qui incarnait Lynette dans Desperate Housewives. Moi, j'écoutais ça. Moi aussi, j'avais une amoureuse à l'époque qui les premiers épisodes, à un moment donné, ça finit par déraper. Il y a des choses pas possibles qui se passent. Et il y a aussi celle qui incarnait, qui jouait dans Full House aussi, Laurie Loughlin. Et donc, il y a ces gens-là, il y a aussi d'autres parents, là, évidemment, qui sont pas forcément très célèbres, mais qui ont beaucoup de sous. Il y avait des entraîneurs, des cadres aussi qui recevaient évidemment l'argent. Et un certain William Singer, qui est la tête dirigeante là, du stratagème. C'est un consultant en admission qui tirait là, plusieurs ficelles. Et comment ça fonctionne? Il y a plusieurs façons, Fred, de fourrer le système. On est toujours très, très, très créatifs là-dessus. Alors, façon numéro 1, c'est payer pour avoir de meilleures notes. Et ça, les parents déboursaient entre 15 000 et 75 000 $ pour obtenir de meilleures notes à leurs enfants. Il y avait 3 façons. Là, on ne parle pas d'engager un tuteur et de travailler fort à la maison, de se retrousser les manches. On paye pour changer les notes dans le bulletin. Non, carrément. Là, soit on envoyait quelqu'un d'autre passer le test carrément à la place de son enfant. Pas fou. Soit on avait sur place un surveillant de connivence qui, guidait les étudiants vers les bonnes réponses. Ou soit carrément aussi, on avait quelqu'un qui corrigeait avantageusement, évidemment, les tests. Ça, c'était une première gamme de façons de crosser le système. Un premier forfait. Oui, c'est ça. Ça, c'est une première possibilité. L'autre possibilité, vous savez, évidemment, une des façons d'accéder aux grandes universités américaines, c'est aussi à travers les programmes sportifs. Donc, vous êtes un athlète talentueux de haut niveau. Et là, vous n'êtes pas très bon à l'école, vous vous inscrivez en éducation physique, un cours par session. Des fois, on peut aussi être bon à l'école et bon en sport, mais bon. Mais là, dans ce cas-ci, l'enquête... Et là, c'est là que ça devient complètement surréel, tout à fait rocambolesque. Il y a des gens qui n'ont jamais transpiré de leur vie, là, qui se sont fait offrir des places au sein d'équipes sportives. Là. Et là, quand on creuse un peu dans les rapports, là, c'est là que ça devient exceptionnel. Il y a le cas d'une jeune fille qui a été transformée, là, littéralement du jour au lendemain, en star de soccer. Et combien ça coûte devenir une star de soccer quand vous n'avez jamais botté un ballon de votre sainte vie? Ah, mon Dieu, je dirais 2 millions. C'est un petit peu en dessous de ça. C'est 1,2 million. En fait, c'est 1,2 million de dollars américains. Oui, moi, c'est canadien, 2 millions. Bien sûr. Ça, c'est un exemple. Il y a aussi le cas d'une personne qui n'avait jamais fait d'aviron de sa vie et qui a pris une photo de quelqu'un d'autre en train de faire de l'aviron. Et ça, cette photo-là a servi de preuve comme preuve de ses prouesses en aviron. Et le coût d'opération, c'était 200 000 $. Les font-tu compétitionner après? Parce que c'est dur à faker un talent sportif. Non, je sais, mais c'est parce qu'après, souvent,
souvent, et là, il y a des échanges de courriels après ça, où on voit une personne qui dit « Ouais, là, c'est parce que ta fille, elle s'est pas pointée aux pratiques. » Mais en fait, ce que j'ai dit, c'est qu'elle avait eu une blessure pendant l'été, et cette blessure-là va s'étirer sur de très longues années. Mais mon cas préféré, c'est vraiment celui-là. C'est une conversation entre un père, et là, souvent, les enfants ne sont pas du tout de connivence. Hein, okay. Mais il arrive des cas comme celui que je vais vous décrire, où l'enfant le sait, c'est-à-dire qu'il y a un échange de courriel entre le fameux M. Singer et un papa. Et là, ils font des fausses photos pour une candidature dans une équipe de water polo. Et là, il envoie une première série de photos et là, il dit « Ouais, non, il faudrait que ton gars, il soit un petit peu plus sorti de l'eau. Ça serait plus réaliste, son torse. » Et là, ils ont découvert que c'est ça. Il avait tout habillé son fils avec du stock acheté sur Amazon, genre la veille, littéralement. Et là, il prenait des photos dans la piscine de la maison en faisant passer ça pour, en tout cas, un truc de... Et là, il y a des cas comme ça, nombreux, qui ont été découverts en tennis, en football, en basketball, donc ça ne reste plus. Et juste pour en mettre une couche, là, les parents donc, faisaient des paiements à l'entreprise de M. Seigneur qui ont ensuite été déguisés en dons acheminés par le biais de l'organisation vers les universités, ce qui permettait aux parents de demander des déductions fiscales pour dons de charité. Alors, c'est vraiment formidable. Mais en même temps, le retour d'impôt le réinvestissait dans l'économie, je pense. C'est le fameux ruissellement de la richesse, encore une fois, que je parlais en début de oui, c'est ça, celui où il y a toujours des verres qui s'ajoutent dans la première rangée du haut, puis que ça, c'est ça, ce genre de ruissellement-là. Et évidemment, c'est ça soulève toute la question de la fameuse méritocratie, qui est finalement un mirage. Hein, le succès ne va pas du tout au mérite, au dur labeur, au travail. Et ça, c'était aussi un système qui appelait la porte de côté, parce qu'il y a évidemment la porte d'entrée de devant, celle où effectivement, on doit avoir de bonnes notes pour avoir les meilleures places. Et il y a la back door, donc la petite porte d'en arrière, où ça, c'était des parents très, très, très riches, mais qui, là, vont carrément faire des dons faramineux, mais où c'est très clair, il y a ton nom sur le building. Là, donc, et ça, en principe, c'est pas un aller simple pour l'enfant pour rentrer à l'université, mais disons qu'on va regarder plus attentivement le dossier va aller sur le haut de la pile, en fait. C'est ça. Ouais. Et ils ont fait toutes sortes d'enquêtes. Et le taux d'admission, quand même, de cette fameuse porte d'en arrière, c'est 42 %. Donc, des étudiants. Alors, et c'est beaucoup, beaucoup plus que les quelques pourcents de chances qu'on a normalement si on passe par la porte d'entrée traditionnelle. Et ce système-là que je vous décrivais, là, c'était présenté comme la porte de côté. Ouais. Et bon, on peut, nous, ici, parce qu'on se dit, nous, au Canada, est-ce qu'on est à l'abri de ça? Parce que ça a eu des échos. Genre à l'UQAM, là, y a-tu une porte de côté? Je ne pense pas qu'à l'UQAM, il y a ça. Mais on s'est demandé, est-ce qu'on est à l'abri de ça? Bon, évidemment, la structure même de notre système scolaire nous donne, disons, certaines protections. Oui, il y a moins d'universités privées, comme aux États-Unis. Mais il y a quand même, je lisais dans un article de la presse canadienne, qu'il y a quand même des gens qui soulèvent des questions. On se ferait peut-être mieux de ne pas se féliciter si vite que ça, parce que, bon, évidemment, pas besoin de corrompre pour que son enfant là, soit admis à l'université. Il y a des gens qui témoignent, ils nous rappelaient que les gens qui ont des revenus très élevés ont d'autres avantages. On peut engager des tuteurs pour améliorer les notes de son enfant, tout ça. Et il y a une autre étudiante au doctorat en sociologie qui racontait que l'UBC a modifié son processus d'admission en 2012 pour diversifier sa population étudiante. Donc, c'était une mesure qui se voulait comme une bonne façon d'intégrer plus de gens, en fait, de diversifier sa clientèle. Mais en faisant ça, ils ne s'y prenaient pas toujours nécessairement de la bonne façon parce que, au lieu de se limiter aux notes, ce qu'on fait, c'est qu'on va poser des questions au candidat sur ses activités parascolaires, sur son travail bénévole, mais en interrogeant des étudiants, donc que cette doctorante-là s'est rendue compte que les gens des classes supérieures avec de forts revenus, ils ont le plus de temps et de ressources pour faire du bénévolat, des voyages, des activités parascolaires. Et les étudiants de la classe ouvrière, entre guillemets, eux vont consacrer plus de temps à étudier, mais travailler aussi. Et là, ils se rendaient compte que, tu sais, quand arriver en entrevue et dire « Ouais, moi, j'ai travaillé chez McDo, chez Tim Hortons pendant toutes mes études », c'est pas très prestigieux. Contrairement à ce que les gens chez McDo nous disent, parce que moi, j'ai déjà travaillé chez McDo et c'est la première chose qu'on nous dit, c'est que vous allez voir toute votre vie sur votre CV, les gens vont être impressionnés parce que vous avez travaillé chez McDo. Et regardez, aujourd'hui, je fais une balado, j'ai aucun revenu. Alors, merci, Jean de McDo. Donc, voilà. Alors, on peut... je suis content d'être là.
Et donc, ça, c'était la première chose sur laquelle je voulais attirer votre attention cette semaine. Et l'autre chose, mais qui là, ça m'a... On est ailleurs, là. On est ailleurs. On est vraiment dans les réjouissances. Et c'est cette nouvelle formidable, comme quoi un pigeon voyageur a été vendu aux enchères 1,9 million de dollars canadiens. Ben voyons. Et ça, il semble-t-il que les pigeons voyageurs, c'est un gros marché en Belgique, en fait, beaucoup. Mais il y a des acheteurs chinois qui sont fous de pigeons voyageurs. Ils ont beaucoup de temps libre et d'argent, les Chinois. Et le pigeon qui a été vendu 1,9 million de dollars, un petit nom. Il s'appelle Armando. Et Armando est un pigeon de 5 ans. Hein? Armando a gagné en 2017-2018 les championnats de... en fait, c'est un champion belge de pigeon voyageurisme. Je ne sais pas c'est quoi le nom qu'on donne à ça. Et en 2018, champion européen. Et je voyais même un article dans The Guardian qui titrait c'est Armando est le Lewis Hamilton des pigeons, carrément. Et ça, c'est super intéressant. Et son propriétaire, en fait, son maintenant ancien propriétaire, a 500 pigeons. Et il connaît tous ces pigeons par leur prénom. Et et à la question, qu'est-ce que vous allez faire maintenant avec cet argent-là? Faut le dire, nous, quand on se promène en ville, on a tendance à toutes les mélanger, les pigeons. Je sais, mais quand on est plus... Parce que j'ai déjà fait un reportage là-dessus à notre époque. Quand on se rapproche des pigeons, ils ont tous une personnalité. Ce sont des individus. Et j'ai mis le doigt dans l'engrenage, moi, Fred, en lisant un peu là-dessus. Et juste pour finir, le fameux ex-propriétaire, on lui a demandé qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent-là? Et il a répondu rien de spécial. Alors voilà, moi j'admire ça quand même. Et là, quand je dis que j'ai mis le doigt dans... Je sais que j'étire vraiment la sauce, mais pour vrai, moi je suis allée voir après ça, il y a des sites ici au Québec quand même. J'en ai un ici, là, qui est la Fédération de Colombophile, la Fédération Colombophile du Québec. Et là-dessus, on a toutes sortes les résultats des courses de pigeons. Moi, je savais pas ça, Fred. C'est ça l'affaire, c'est que dans le reportage, j'avais fait un reportage. Et oui, c'est qu'il y a des compétitions et les gens s'en vont à Toronto, par exemple. Ça part de Toronto et reviennent en auto à Montréal et attendent les pigeons. Et le premier pigeon, ils reviennent tous, les pigeons. Ils sont entraînés, c'est incroyable pour vrai. Là. Et là, il y a la variété de prénoms de pigeons. Et mon préf à date, il a gagné le premier prix en 2017, si je lis bien, là, et il s'appelle Big Mac. C'est mon préf. Dieu, tout est dans tout. Ouais, et le fameux pigeon là, qui a été vendu aux enchères à 1,9 million de dollars canadiens, si jamais ça vous intéresse, en tout cas, d'acheter un pigeon aux enchères, on se rend sur le site de Pigeon Paradise, pipa.be. Et en ce moment, il y a des pigeons pour aussi peu, dont les enchères débutent à aussi peu que 250 €, donc à peu près 350 $ canadiens. Ça, les pigeons, ils partent d'un endroit, mais ils ne reviennent pas. Il faut payer un petit peu plus cher, je pense, pour qu'ils reviennent. Je sais pas, donner-leur des croquettes intéressantes, des petits goodies. Et là, c'est ça, mais c'est vraiment, chaque pigeon est différent. On voit, il y a toujours la photo du pigeon et de son iris. En tout cas, moi, Est-ce qu'on connaît l'espérance de vie d'un pigeon? Je sais pas. Armando, avant de mettre 1,5 million. C'est 5 ans et demi en moyenne. Merci beaucoup, Barbara Judith Caron, pour cette chronique. Vous nous avez donné le goût de faire de la colombophilie. Et je me tourne vers Godefroy Larando maintenant. Alors, Godefroy Larando, je le rappelle, petit-fils d'André. On va le rappeler Larando. à chaque fois. Non, mais est-ce que vous connaissez beaucoup d'amis? Je connais personne qui ont des amis que leur grand-père a été un cégep. Non, c'est ça. Il a construit à C'est Manu. très rare. Ouais. Ça, peut-être les petits-fils de Lionel Groux peuvent se vanter. Et vous savez, j'ai une anecdote savoureuse qui va nous permettre de rallonger encore ma chronique, encore une fois. Allez-y. La fois de ma vie où j'étais le plus perdu, j'étais à Saint-Henri, ou en fait, dans ce coin-là, entre les deux canaux. Canal de l'Aqueduc, Canal de la Chine. Je savais pas qu'il y en avait deux. Alors, chaque fois que j'arrivais à un canal, j'avais l'impression que j'étais au Canal de la Chine. Et là, je me disais, mais c'est impossible, il y a un canal à chaque coin de rue. Et là, je me suis découragé à 100%. J'ai sorti ma tête de la voiture pour voir sur quelle rue j'étais. J'étais sur la rue Laurando. Ça, c'est une belle histoire. Incroyable. Donc, le plus perdu de ma vie, j'étais sur la rue de mon nom. Nommé en mon honneur, j'imagine. Oui, éventuellement. Mais il faudra faire de belles chroniques pour ça. Et justement, est-ce que je vous ai dit Est-ce que je vous ai félicité pour votre balado? Non, pas encore. Ça me semble à propos parce qu'en fait, moi, pendant l'événement, là, je suis toujours en semi-inconscience de nervosité. Je connais pas le nom des gens à côté de moi, mais je les réécoute chez moi et quel beau travail, Fred. Wow. Merci beaucoup. C'est très gentil. Je suis emballé et en fait, en toute humilité, là, on fait du beau travail. Je l'écoute pour vrai comme client et je suis heureux. Vous êtes capable de faire ça, cette distanciation-là? Oui. Okay. J'ai un beau recul. Oui. Et en fait, la revue de presse, on commence à avoir une idée un peu. Je monte 1h30 de contenu et j'essaie de le cramer en
pendant 5 minutes et ça fonctionne pas. En réalité, ce que je vous propose, c'est plutôt, au lieu de faire une revue rapide de quelques sujets, c'est d'en approfondir un. Et les gens adorent ça, Adam. Les gens sont passionnés. Oui. Et en fait, là, le sujet aujourd'hui, c'est le rapport du C... On va commencer par identifier un truc. Oui. Je vais parler pendant ma chronique du CTREQ. Oui. Appelons-le le C-TREC. Le C-TREC. Et le C-TREC, c'est le mot, tantôt, toute ma chronique, vous allez dire, qu'est-ce qu'il vient de dire? C'est C-TREC. Oui. C'est un centre de transfert pour la réussite éducative au Québec. Donc, c'est un centre de recherche. Un centre très niché. C'est un centre niché, mais qui a un mandat intéressant. C'est en fait de faire le lien entre les recherches de pointe en éducation et le domaine, en fait, de l'éducation. Le concret. Le très concret. Donc, à la base, ça me semble être intéressant. Donc, c'est une espèce de think tank de l'éducation qui produit différents rapports. Et en fait, il y a eu une conférence de consensus cet automne, en 2018. Et c'est sorti, donc, ils ont sorti 30 recommandations qui ont été reprises dans les journaux et c'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Le thème de cette conférence-là, à mes yeux, c'est passionnant et ça rejoint totalement le thème de Barbara Judith, qui en fait parlait des admissions tronquées. En fait, de briser la méritocratie. Ben voilà, mais en fait, ce dont on parle, ce sur quoi ils ont décidé de se pencher, c'est la mixité sociale dans les écoles. Et c'est-à-dire, dans le fond, est-ce que ce serait pas préférable de s'assurer que dans nos écoles, toutes nos écoles, chaque école ait un bassin d'étudiants, en fait, qui représente la société en entier. Donc, la société socio-économique, mais aussi la société, la variation ethno-culturelle, les genres également, et aussi les capacités scolaires. Donc, est-ce qu'on met les gens les plus doués dans des écoles? Est-ce qu'on les met à part? Ce qu'on fait présentement avec le système privé où les meilleurs se rassemblent ensemble. Les articles qui sont sortis cette semaine, tu en avais un, en fait, de Marco Fortier dans Le Devoir, qui a publié le 12. Je vous invite à le lire si ce n'est pas fait. Mais lui, en fait, s'inquiétait au même titre que les résolutions de la conférence dont je parlais, qu'en fait, il y a déjà l'éducation privée qui siphonne nos meilleurs étudiants, une partie des meilleurs étudiants. Ensuite, dans l'école privée, dans l'école publique, pardon, il y a également des gens... Oui, parce qu'ils ont été obligés de copier ce qui se faisait au privé, donc de créer des programmes particuliers. Exactement. Et qui font de la ségrégation également. Et en fait, qui finalement sélectionnent leurs élèves et se ramassent encore une fois avec les meilleurs élèves. Et les écoles publiques restantes, dans les quartiers particulièrement plus intenses de Montréal, plus rough, se ramassent avec des groupes assez homogène de gens en difficulté. Et en fait, il y a des questions qui se posent depuis des années là-dessus. Est-ce que oui ou non, c'est une bonne chose d'essayer de mettre tout ce monde-là en même temps? Et en fait, une des choses que la conférence a fait, c'est en fait, son objectif, c'est de mettre un panel de jury qui sont des gens du public, en fait, des gens de l'éducation, des profs, des élèves, des parents, des directeurs d'école, des psychologues font partie d'un jury et la science elle-même vient faire des exposés. Et Madame la science. Madame la science, avec son sarrau blanc, arrive et dit voici le constat de la science sur la mixité sociale à l'école. Et le jury a le mandat de sortir 30 recommandations. Et c'est ça qui est sorti, en fait, la semaine passée et que j'ai lu pour votre plaisir, Fred. C'est très gentil, ça. Et que je vais résumer assez rapidement. Donc, le constat de la recherche, en fait, c'est que dans les années 60, une des plus grosses recherches jamais réalisées aux États-Unis, la recherche Coleman, s'intéressait... En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que chaque recherche a un peu un biais et cherche à prouver quelque chose. Et c'est toujours ça, la science. C'est pour ça qu'il y a des vagues. C'est pas neutre. Et la science est intéressante dans la mesure où on la regarde aller pendant plusieurs années et qu'on peut la contre-vérifier dans 10 ans, dans 15 ans. Tout à fait. Dans les années 60, en fait, ce qu'on a découvert, en essayant de faire le lien entre le financement des écoles et le résultat des enfants. Alors, on se demandait, est-ce que ça vaut la peine d'investir dans les écoles? Et le résultat, en fait, c'était que non. En fait, il n'y a pas de lien. On a réalisé que le plus important des facteurs, c'était d'où venaient les familles. Le facteur socio-économique, et plus les gens défavorisés étaient ensemble, plus ils étaient désavantagés. Et donc, ça a parti une mode, en fait, suite aux tentatives de déségréguer principalement aux États-Unis les Noirs et les Blancs, ce qu'on a appelé les busing programs. Est-ce que vous connaissez ça, Fred? Non, du tout. Sérieux? Non. Bon, c'est vraiment intéressant. En fait, c'est qu'on a tenté de déségréguer... Je suis déjà une meilleure personne à vous écouter. À t'écouter bien ça. Vous n'avez pas fini votre chronique. Ben non, il y en a pour 1h30. Ah, bon. Mais en fait, c'était un programme... J'ai sûrement la terminer à la maison, mais allez-y. Je vous invite je la continuerai après. Mais en fait, donc, on a voulu prendre des enfants de quartiers pauvres, massivement noirs, et les envoyer par autobus dans des écoles de quartiers plus riches. Et là, on est en 1960-65. Aux États-Unis. Le jugement Brown, c'est en 54. Et donc, la déségrégation officielle devient légale à ce moment-là. Et on se rend compte, avec l'étude dont je vous parlais, oups,
ça vaut pas la peine d'investir dans les écoles. L'important, c'est qui est dans l'école et de mélanger, de faire une mixité, en fait, entre les élèves favorisés ou non. Et pendant des dizaines d'années, c'est arrivé. Donc, les enfants de quartiers pauvres ont été déplacés en autobus 1 heure, 1 heure et demie. L'Amérique d'aujourd'hui est pleine d'adultes qui ont bénéficié de ça et qui ont, en fait, selon certaines études... Ça paraît pas trop sur les résultats des élections, mais ça on se demande si c'est bon tout ça. Là. En fait, Fred, l'affaire, c'est que ce programme-là, selon certains, est un échec. Okay. Et pourquoi? Parce qu'en fait, écoutez bien ça, on s'est rendu compte que les écoles où il y avait eu beaucoup de busing, c'est-à-dire qu'au fil des ans, en envoyant des élèves de quartiers défavorisés dans ces quartiers bien plus cossus, les performances des écoles baissaient. Ah! Et alors, la conclusion, évidemment, c'est ben oui, mais vous avez mis plein d'élèves médiocres dans nos écoles, c'est normal. Mais en fait, il y a un phénomène qui a été en fait décrit après, qui s'appelle le white flight. Ah. Et c'est en fait les gens, les Blancs qui habitaient ces quartiers-là, qui ont massivement choisi de quitter. Ah, mon Dieu. Et donc, et donc les écoles se sont reségrégées par défaut. Et éventuellement, imaginez-vous de toute façon toute la protestation contre le principe de faire des mélanges entre les écoles dans les années 60. Bref, la mode de cette époque-là qui était à la déségrégation est tombée relativement après ça. Et là, les recherches qui ont essayé d'être mises de l'avant, elles proposaient plutôt d'essayer de prouver que les écoles avaient un impact. Alors, on était tanné de dire que c'était finalement seulement le bassin étudiant qui faisait la différence. Donc, prouvons donc que les écoles ont un impact et on a fait des recherches systématiques sur les bonnes pratiques dans les écoles. Ça, on parle des années 70-80, toujours aux États-Unis. Et ensuite, dans les années 90, il y a eu un retour de vague, finalement. On est plutôt là-dedans maintenant. Et c'est le constat de la conférence dont je parle depuis le début, c'est que finalement, la mixité scolaire, la mixité sociale dans les écoles serait positive. Et il y a des nuances à apporter. C'est pas aussi... C'est pas la première fois qu'on l'entend, mais il y a une grande résistance, entre autres, des écoles privées. Il y a tout un marché là. Oui, tout à fait. Et en fait, il y a aussi la peur. Moi, j'ai travaillé en CPE. Mais les écoles privées, même à ça, il y a des chroniqueurs, entre autres Mathieu Bock-Côté, qui est contre ça, parce qu'il dit que c'est du nivellement par le bas, puis qu'on faut arrêter de taper sur les doigts des jeunes qui réussissent bien, puis alors qu'on sait très bien que quand on mélange une classe, les plus forts ne s'affaiblissent jamais. Et au contraire, c'est qu'ils tirent en haut tout le monde. En fait, c'est ça. Par phénomène d'émulation. En fait, c'est qu'on s'imagine, et c'est quoi, savez-vous quoi, Fred? J'ai parlé à Camille Bouchard tantôt. Oui. En fait, je lui ai dit que j'ai utilisé notre balado pour, votre balado, pour en fait l'attirer dans une entrevue téléphonique qui ne sera jamais diffusée. C'est le seul salaire, Godefroy, qu'on a avec cette balado-là, c'est que c'est un levier extraordinaire pour parler à des gens qui normalement ne parleraient pas, ou aller au théâtre sans payer nos billets. Mais en réalité, pour lui rendre hommage, c'est que... On est assez pauvres. C'est pour ça qu'on est pauvres. C'est à cause de gens comme Fred. Oui. Terrible. Mais bref, j'ai appelé M. Bouchard sans passer par la balado. Alors ça, c'est tout à son honneur. Il a accepté de répondre à mes questions. C'est que lui a publié 2 articles sur ce sujet-là cette semaine et lui proposait différentes choses. Entre autres, écoutez bien ça, financer à 100% les écoles privées au lieu d'à 60%. Tout à fait. En échange, en fait, qu'ils acceptent les élèves de partout. Oui. Et donc, fini la sélection à l'entrée des écoles privées. Oui. Évidemment... Dans le fond, intégrer les écoles déjà existantes privées dans le réseau. Sauf qu'il y a des détracteurs qui disent que ça, c'est une forme de PPP, c'est-à-dire de partenariat public-privé, c'est-à-dire que les écoles privées vont maintenir leurs avantages, mais elles vont être mieux financées et que ça n'aura pas un impact réel sur la... Parce que dans le fond, ça individualise toutes les écoles au lieu de faire un réseau interconnecté. Effectivement, avec une certaine cohésion. Ce qui est intéressant de la discussion que j'ai eue avec M. Bouchard, qui est un ancien député provincial, et aussi chercheur, relativement penseur de l'éducation, un de ceux qui est derrière le rapport du Québec fout de ses enfants, qui a finalement engendré la création des CPE quelques années plus tard. Mais bref, lui, il disait que les écoles privées ont un modèle intéressant sur le plan de la gouvernance. Et dans son 2e article, ce qu'il avance, et là, c'est là que j'attire votre attention et que je vais finir là-dessus, c'est que lui proposait de faire un projet pilote où on utiliserait quelques écoles intéressées qui lèveraient la main, 10-20 écoles au Québec, qui deviendraient des corporations privées indépendante et qui serait menée au même titre qu'une école privée par un conseil d'administration de parents. Et donc, si jamais le bordel pogne dans l'école, on ne peut pas dire « Ah, c'est la faute de la commission scolaire ». Sauf que vous savez très bien que les écoles des milieux nantis, les parents vont être plus impliqués probablement que les écoles. Alors, ça va maintenir, en fait, l'inégalité. C'est juste que le financement va être différent. Il y a des bonnes chances que ce soit ça, peut-être. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ces écoles-là seraient soumises aux commissions scolaires et devraient obligatoirement représenter la région administrative dans laquelle ils sont. Et donc, ils pourraient pas avoir de projet particulier. Je reviens par contre à la conférence du CETREC. Parmi ces recommandations, il y en a une qui est tout simplement d'abolir le financement aux écoles privées, à moins
qu'elles acceptent d'accepter les enfants. Ouais, donc, il rejoint en difficulté, ce qui serait transformer complètement les écoles privées. Oui. Mais ça, faut le dire, il y a des écoles privées qui le font déjà. Là. Il y en a déjà. Faut pas les démoniser, mais il y en a très peu. Oui, en fait, puis je suis un produit moi-même de l'école privée. Ah! Oui. Ah, ça, j'aurais aimé savoir. Ça veut dire je suis... En fait, à la grande surprise de mes parents, j'ai demandé, s'il vous plaît, puis-je aller à l'école des ministres? Et ils ont dit oui. Et maintenant, ils se demandent ce qui s'est passé. Oui. Balado indépendant. Ils sont toujours en cours. Ils sont toujours en cours. En fait, je les poursuis pour m'avoir mis au monde. Fred, ce que je veux simplement finir par dire, c'est que le projet pilote que lui propose, Camille Bouchard, je vous invite à lire son article, en fait, parce que j'arrive pas à dans le devoir cette semaine. Dans le devoir de cette semaine, il y en a 2, et c'est extrêmement intéressant. Il défile à l'écran présentement. Oui, et en fait, ce qu'il propose, lui, c'est d'essayer quelque chose qui coûtera pas grand-chose et qui va permettre à la CAQ de dire, nous avons fait ce que nous avions promis, c'est-à-dire à peu de frais, faire des tests pour voir est-ce qu'on pourrait pas redonner du pouvoir dans les mains des écoles et rendre les écoles responsables. Et une des choses que le CETREC recommande également, c'est simplement de forcer les écoles qui ont des programmes spécialisés à accepter tous les enfants et à adapter leurs programmes spéciaux à tous les genres d'enfants, ou encore au moins à s'assurer que des élèves qui ont un parcours régulier et ceux qui ont un parcours particulier aient un tronc commun plus long. Pourquoi? Pour s'assurer que les gens de différents milieux aillent à l'école ensemble. Ce serait la seule façon, en fait, de tirer vers le haut ceux qui ont le plus de difficultés sans nuire à ceux qui, eux, ont un parcours plus facile. Ben, merci beaucoup, Godefroy Lorando. Vous concluez, en fait, ce 4e épisode de la balado Très Saveur. Donc, merci à Steve Boivin à la réalisation. Merci à Johnny Boudreau à l'accueil. Merci à Sonny Carpentier, directeur du département médias numériques. Chef, il est devant moi. Il se demande ce que je vais dire. Chef recherchiste millénial sympathique. Oui, il y en a. La semaine prochaine, on va être à Saint-Georges-de-Beauce, entre autres, avec Gilles Bernier, le père de Maxime. Il y aura d'autres invités. Simon Jaudoin va être là, entre autres. Boris Proulx sera de retour. Et Julie-Pierre Renadeau qui parlera de politique américaine. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. Et voilà, ce 4e épisode est terminé. Bonne semaine tout le monde. Merci.